Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bon lundi, Rémi Villemur. Bonjour. Alors, c'est un chroniqueur à The Gazette qui souhaiterait qu'on commence à discuter de la possibilité que Montréal devienne un jour une cité-État. Oui, ben ça semble être une tradition estivale, cet enjeu-là. J'ai pas vérifié, mais l'année passée, j'ai fait des chroniques à Cube, puis j'ai fait une chronique sur le sujet. Je pense que c'était la même date, ou presque, parce qu'on s'en allait en campagne électorale. Okay. Puis il y avait deux partis qui comptaient se présenter et dont le programme planifiait de faire de Montréal une cité-État. Donc, c'était dans l'actualité. Mm-hmm. C'est un mouvement qui, même si pour le moment, disons, n'est pas vraiment sérieux au niveau des chiffres. Là, ouais. Bon, Balamara Holness a obtenu 30 000 voix avec son parti durant les élections municipales. Ensuite, il y a eu deux partis, je le disais, aux dernières élections provinciales qui ont obtenu à eux deux 21 000 voix. Donc, c'est pas un mouvement qui est très, très sérieux au niveau des chiffres, mais je pense pas que c'est un mouvement qui va mourir dans l'œuf non plus. Juste pour que les gens comprennent bien, là, dans le fond, c'est que il y aurait le Québec et il y aurait Montréal. Oui. Donc, ce serait deux choses différentes, là. Ben, en fait, parmi les nombreuses personnes qui se font les messagères de ce mouvement-là, il y a des gens qui disent non, c'est pas de l'indépendantisme ce qu'on veut. On veut faire de Montréal une cité-État. Puis tu dis, expliquez-nous la différence. Ben oui, c'est ça. Puis là, il dit, ben écoutez, c'est parce qu'en fait, on voudrait que les lois du Québec ne s'appliquent pas à Montréal. Ah, ben moi, ça s'appelle c'est l'indépendance, ça. Ça s'appelle le séparatisme, même si ça a été une insulte dans votre bouche pendant des années. Ça s'appelle le séparatisme. C'est juste qu'on a trouvé un autre nom plus élégant. Plus élitiste. Ouais, plus élégant. Mais pourquoi? C'est quoi les arguments de fond derrière cette pensée-là? Pourquoi ces gens-là voudraient faire de Montréal une cité-État? Ben en fait, ce qu'on dit, c'est que à la fois au plan démographique, au plan culturel et au plan historique, les deux territoires ont des différences. Donc, on nous dit que le destin de Montréal n'est pas le même. On nous dit, particulièrement depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, que des projets qui visent, par exemple, à faire du Québec un État laïque, à faire du Québec un État plus français, ça ne convient pas à la population montréalaise. Donc, on nous dit qu'il y a des différences dans les mentalités. Donc, on devrait aller dans deux directions opposées. Ça s'appelle renoncer à faire communauté au Québec. Ça s'appelle dire, écoutez, on n'est pas des Québécois à Montréal. Et pour des Québécois, ben, en dehors de Montréal, c'est une mauvaise nouvelle. Et pour les Québécois qui se disent Québécois à Montréal, c'est une mauvaise nouvelle aussi, tu sais. Mais autour de la loi 96, par exemple, parce que, juste pour donner une idée, là, oui. À Montréal, sur la loi 21, par exemple, il y a à peu près 75 %, selon les derniers sondages, 75 % de la population qui se dit opposée à la loi 21. En sortant de Montréal, vous avez à peu près, le chiffre a baissé, mais on est encore autour de 60-55 % pour la loi 21. Oui. C'est vrai qu'il y a vraiment un clash. Oui. Là. Sur la loi 96, là, on touche, je pense, à l'enjeu. Tu sais, c'est la langue, finalement. Et c'est pour ça que je prends ce mouvement-là quand même assez au sérieux parce que, je l'ai répété souvent, Montréal n'est plus une ville francophone et Montréal risque de ne plus jamais redevenir une ville francophone. 48,3 % seulement des Montréalais disent parler le plus souvent français à la maison. Alors, ça s'anglicise à vitesse grand V. À vitesse grand V. Ouais. Puis, bon, on pourrait nous répondre, Montréal était d'abord une ville française avant la conquête britannique. Elle est devenue une ville anglaise avec l'immigration britannique. Ensuite, elle est redevenue française et là, elle est redevenue anglaise. Elle va redevenir française. Non. En fait, la différence avec le processus d'anglicisation qui est en cours, c'est que c'est les francophones qui s'anglicisent. Et ça s'était jamais produit par le passé. Et c'est ça qui va faire en sorte que Montréal ne pourra peut-être plus jamais redevenir française. Donc, quand on accepte cette réalité-là, qui est dure à accepter, mais je préfère demeurer sobre et froid par rapport au réel, bien, ce mouvement-là est à prendre au sérieux. Parce que le jour où le Québec va déclarer son indépendance, Montréal n'aura pas voté pour la souveraineté. Elle n'a pas voté pour la souveraineté en 80, elle n'a pas voté pour la souveraineté en 95, et petite nouvelle, elle ne votera pas pour la souveraineté en 2040, par exemple. Ouais. Mais de toute façon, écoute, c'est tellement compliqué déjà de venir à Montréal que la prochaine étape, c'est d'avoir un passeport. Ben, en fait, tu ris, là, mais Balamara Holness avait proposé comme idée un péage
Un Donc, péage pour entrer sur l'île. Pour entrer sur l'île. Donc, Aïe, aïe, lui, il est vraiment dans un esprit, il veut pas le reconnaître parce que ça le déclasserait complètement dans l'espace public, mais il est vraiment dans l'esprit que Montréal n'est pas le Québec. Et il va jusqu'à un point tel de dire, bon, on va faire payer les gens pour entrer sur l'île. Donc, si c'est pas du sécessionnisme, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est vraiment particulier. En tout cas, on verra bien sur le calendrier 2024 si à peu près à pareille date, là, de Gazette et les journaux anglophones vont encore une fois traiter ce sujet-là. C'est vraiment particulier. François Legault a l'habitude de nous partager ses réflexions sur les livres qu'il lit par les temps qui courent. Il fait ça depuis un bon moment déjà. Sauf que là, il s'est fait rabrouer par l'auteur d'un livre qu'il avait pourtant louangé. L'auteur en question s'appelle Kevin Lambert et il l'a pas manqué. Non, il l'a pas manqué. Puis, en fin de semaine, il y a beaucoup... Je pense que la plupart des gens ont dit ceci. On dit, bon, François Legault s'est fait ramasser. Il y a d'autres personnes qui ont dit, c'est un petit peu ingrat de la part de l'auteur de dire ça. Je veux dire, est-ce qu'il ne ferait pas partie de cette génération enracinée dans l'adolescence, sermonneuse, jamais ingrate? Ça, ça résume à peu près l'ensemble des commentaires. Moi, j'ai d'autres choses à dire aujourd'hui. J'ai envie de dire, premièrement, est-ce que François Legault lit vraiment les livres qu'il prétend lire? OK, ça, c'est la première affaire. Là. Ça fait des années que je suis... Bon, évidemment, je suis abonné à sa page Facebook. Puis je comprends pas exactement ses choix de lecture. Puis je soupçonne même, en fait, de faire semblant de lire de tout pour fédérer les Québécois, parce que c'est son mandat, c'est un premier ministre, il doit parler à tous les Québécois. Et là, j'ai l'impression que ça lui a joué un tour. Parce que quand vous lisez un auteur, Kevin Lambert, qui a déjà écrit dans un article dans Libération que le pouvoir des sexualités queer est dans leur potentiel révolutionnaire, donc tu sais qu'on parle quand même d'un auteur assez woke, c'est à peu près sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas te manger une baffe d'en face. On appelle ça se magasiner une baffe en bon québécois. T'sais. Donc, mauvaise idée de faire semblant de lire des livres qu'on ne lit pas. Mauvaise idée de faire semblant de lire de tout quand finalement tu tombes sur un auteur qui non seulement ne vote pas pour toi, mais te déteste. D'ailleurs, parenthèse, là, c'est l'extrait que je cherchais. Kevin Lambert écrit « Lire, si on ne tire rien de ce qu'on lit, ne sert pas à grand-chose. » Alors même lui aussi, il en doute. Il en doute un peu, là. Il en doute un peu, puis tu sais, il faut un petit peu connaître le milieu politique de l'intérieur pour savoir, premièrement, que c'est pas François Legault qui écrit ses publications sur Facebook, et c'est encore moins François Legault qui réplique lorsque des gens le prennent à partie. Donc, on est vraiment dans un monde d'apparence et d'illusion, et ça, c'est intéressant de le rappeler aux auditeurs, parce que bon, déjà, qu'est-ce que fait François Legault sur Facebook aussi? Moi, ça me dépasse. Ah oui? T'aimes pas ça? Pourquoi? Je sais que c'est un mouvement international. Je veux dire, c'est pas le seul qui est sur Facebook. Donald Trump est sur les réseaux sociaux. Joe Biden est sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron en France l'est aussi. Mais si vous êtes sur Facebook, je sais pas, c'est comme si vous aviez renoncé à l'idée que la politique, c'est avant tout un univers vertical. Où, en fait, vous êtes, par nature, et pour des bonnes raisons en réalité, difficilement accessible. C'est ça, la politique. C'est pas d'être aussi accessible que le vendeur du jeu de magasin, du magasin de jeux de société là, au coin de votre rue. Là. Hein, faites l'exercice de rentrer dans ce genre de magasin-là. Ils viennent sur vous avant que vous ayez vers eux. Mais François Legault, c'est pas ça. François Legault, c'est le premier ministre du Québec. Oui, mais on veut des politiciens près du monde, accessibles. Où la ligne? Là? Ben, la ligne, regarde, dans les années 60, Daniel Johnson embrassait des bébés dans les rassemblements publics. Je veux dire, c'était être proche du monde. En campagne électorale, tu sors de l'Assemblée nationale, tu vas visiter les Québécois, tu leur présentes ton programme, tu prends des photos, mais le dimanche, de mettre une photo de toi en train de manger un beigne, de répondre à quelqu'un sur Facebook, je pense qu'on n'est plus dans un esprit vertical de la politique et ça nous joue des tours, visiblement. Mais je veux t'entendre sur une phrase, parce que moi, il y a quelque chose dans le message de Kevin Lambert qui est venu me chercher. Là. Quand il écrit... il faut lire les yeux fermés pour ne pas voir comment le portrait de la ville qui est dépeint dans le roman va à l'encontre, et là, c'est là que je trouve qu'il y a deux roues dans Garnotte, là, des politiques destructrices, anti-pauvres, anti-immigrants, pro-propriétaires et pro-riches de votre gouvernement. Anti-pauvres, anti-immigrants. Oui, c'est drôle que tu amènes ça sur la table parce que j'ai eu le même réflexe de sourciller un peu. Anti-immigrants de la part du gouvernement qui accueille le plus d'immigrants dans toute l'histoire. En fait, il n'y a jamais un gouvernement qui accueille plus d'immigrants dans toute l'histoire du Québec que le gouvernement Legault. C'est parce qu'on a affaire à un auteur qui est ultra progressiste, là, pour qui des politiques d'immigration de François Legault ne sont pas suffisantes. Sur la question des pauvres, par exemple, bon, écoutez, c'est malheureusement la pauvreté fait en sorte qu'on sera toujours insatisfait des politiques des gouvernements. Aussi longtemps qu'il y aura des pauvres dans la rue, on aura l'impression qu'on n'en fait pas assez.
Puis, écoutez, bon, mais c'est pas nécessaire. On devrait pas être rendu là. François Legault ne devrait pas être en train de discuter avec cet homme-là. Ouais, parce qu'il lui a répondu. Il lui a répondu, là. Mais je sais bien. Puis, tu sais, il y a un autre exemple que je peux donner pour illustrer mon point. C'est ce qui se passe en France. Il y a quelques années, un président français n'aurait jamais été dans des rassemblements où il serait approché des gens tant que ça. Emmanuel Macron s'est fait gifler il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Il était dans un rassemblement avec 30 personnes, il s'en allait, et il y a un jeune garçon qui a demandé de lui parler. Puis là, bon, l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron a dit « Est-ce que tu veux aller le voir? » Puis il a dit « Bien sûr, on va bien paraître, je vais avoir l'air d'être proche du monde. » Et il a reçu une baffe. Bac! La gifle en arrivant. Je pense que le général de Gaulle, ça lui aurait pas arrivé. C'est clair. Merci Rémi. Bye. Bye.